Bienvenue sur Monde Multipolaire. Voici ce qui vient de se passer. L'Iran affirme avoir abattu un F-15E au-dessus de son territoire. Un des membres d'équipage aurait été secouru lors d'une opération complexe. L'Iran affirme également avoir touché l'hélicoptère qui menait ces opérations de sauvetage. Et le gouvernement iranien a diffusé un message public. Quiconque remet vivant des membres des forces armées ou des civils aux forces de sécurité recevra une récompense substantielle. Une chasse à l'homme est en cours sur le sol iranien. Il y a 36 heures, Donald Trump déclarait que l'Iran était fini, ses défenses aériennes, anéanties, sa marine détruite, ses missiles éliminés. Aujourd'hui, Amazon Web Services à Bahreïn est hors ligne après une frappe iranienne. Des raffineries brûlent au Koweït. Le pétrole Brent dépasse les $140 le baril et des avions américains tombent du ciel. Cette vidéo couvre 5 grands axes. 1. L'état réel du champ de bataille et pourquoi les États-Unis combattent à l'aveugle. 2. Pourquoi une invasion terrestre serait une catastrophe. 3. La vraie guerre économique et qui la gagne. 4. Le détroit d'Ormuz et le nouvel ordre mondial qui se dessine. Et 5. L'effondrement intérieur américain et ce qu'il signifie pour le monde multipolaire, l'état du champ de bataille. Les États-Unis combattent à l'aveugle. Commençons par l'essentiel. La réalité militaire sur le terrain qui contredit point par point le narratif officiel américain. L'Iran a la dominance en matière d'escalade. Ce n'est pas une opinion, c'est le constat factuel de ce qui se passe depuis plus d'un mois. Aucun des objectifs stratégiques américains n'a été atteint. Le changement de régime n'a pas eu lieu. Le détroit d'Ormuz n'a pas été rouvert. La dénucléarisation n'a pas été obtenue. Le contrôle du pétrole n'a pas été établi. 0 sur 4. Et maintenant, les échecs tactiques et opérationnels s'accumulent. 9 avions abattus, selon le bilan iranien, 4 F-15, 2 F-6, 1 F-10A8, 2 F-35 touchés. C'est sûrement plus d'1 milliard de dollars de matériel militaire. 5 systèmes radars THAAD semblent avoir été neutralisés, ce qui signifie que Washington a été obligé de retirer le THAAD de Corée pour le redéployer sûrement en Jordanie. Déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et les AWACS, les yeux dans le ciel, ont également été neutralisés. Le résultat est simple, les États-Unis combattent littéralement à l'aveugle. Pour mesurer l'ampleur de ce qui se passe, il faut comprendre ce que signifie l'abattage d'un F-15 au-dessus du territoire iranien. Un F-15 n'est pas un drone, c'est l'un des chasseurs les plus sophistiqués au monde, piloté par un équipage entraîné avec tous les systèmes de protection disponibles. Si cet avion a été abattu très probablement avec des armes portatives selon les premières analyses, cela révèle une déficience opérationnelle extraordinairement sérieuse. Ce n'est plus une question de missiles sophistiqués contre missiles sophistiqués, c'est l'Iran qui prouve qu'il maintient une présence de défense locale efficace partout sur son territoire. Ce qui est encore plus révélateur, c'est la réaction du CENTCOM, suppression des déclarations, déni, silence. Exactement comme lors de chaque développement défavorable depuis le début de ce conflit, cette stratégie du blackout n'est pas nouvelle. C'est le même réflexe qu'avec les frappes sur les bases en Irak, en Syrie, au Koweït. L'Iran affirme avoir touché quelque chose. Le CENTCOM nie ou se tait. Et puis, la réalité finit par percer. La vérité, c'est que la stratégie militaire iranienne fonctionne exactement comme prévu. Son objectif, depuis le début, était de détruire les centres de commandement et de communication dans la région. Toutes les bases frappées, tous les systèmes radars neutralisés, ce sont précisément les systèmes nécessaires pour coordonner des opérations aériennes et militaires complexes. En les ciblant systématiquement, l'Iran a progressivement privé les États-Unis de leur capacité à opérer efficacement. Des médias israéliens, pas américains, israéliens ont confirmé que les forces américaines opèrent en partie
à l'aveugle dans la région. Et il y a maintenant un A-10 Warthog qui serait tombé près du détroit d'Ormuz, selon le New York Times, au même moment que le F-15E. Ce n'est pas une journée difficile, c'est un désastre de l'ampleur de Mogadiscio. Pourquoi une invasion terrestre serait une mission suicide? Face à ces échecs, Washington a envoyé des milliers de parachutistes et de marines dans la région. La question évidente et simple, pourquoi faire? L'analyse stratégique est sans appel. Une invasion terrestre de l'Iran serait une mission suicide. Pensez au conflit comme à un combat de MMA. Un combattant qui a subi un décollement de rétine, pas une simple coupure, un décollement de rétine dont les jambes ont été coupées, dont les bras se fatiguent et ne peuvent plus bloquer efficacement. C'est l'état actuel des forces américaines dans la région. Et ce combattant envisage d'aller au sol dans le domaine du grappling, là précisément où son adversaire est le plus fort. C'est exactement ce que l'Iran veut. Une confrontation terrestre est l'endroit où l'Iran dispose du plus grand avantage comparatif. L'Iran a une armée conventionnelle extraordinairement grande. Ses forces terrestres sont entraînées, motivées et opèrent sur leur propre sol, avec une connaissance topographique incomparable. Envoyer quelques milliers de rangers, de marines, ou même les 4, 22e, et 101e division aéroportée ne ferait pas une différence stratégique. Même Douglas MacArthur, qui avait mené lui-même une guerre terrestre en Asie, avait dit que quiconque envisage de mener une guerre terrestre en Asie doit faire examiner sa tête. Et il faut ajouter un facteur supplémentaire. L'ensemble de l'infrastructure de défense occidentale court à l'épuisement. Tous les tableaux de déplétion des principaux intercepteurs pointent dans la même direction, vers zéro. Les missiles de défense partent. Ils ne sont pas reconstitués à la même vitesse qu'ils sont utilisés. Dans ce contexte, lancer une opération terrestre sans couverture aérienne efficace et sans système de défense reconstitué, c'est exposer des milliers de soldats à des pertes massives. L'analyse géopolitique va dans le même sens. Le ciblage iranien ne s'arrête pas aux infrastructures militaires. Des universités ont été frappées, des hôpitaux ont été touchés, un centre de recherche contre le cancer a été bombardé. La stratégie américaine à ce stade n'est plus d'atteindre un objectif militaire précis. Le changement de régime a été abandonné, même par Netanyahou, dans les premiers jours. La stratégie est devenue infliger autant de dégâts humanitaires et économiques que possible pour tenter de déstabiliser l'Iran de l'intérieur. Et cette stratégie est également en train d'échouer, comme on le verra dans la partie suivante. La vraie guerre économique. Et l'Iran est en train de la gagner. Regardons maintenant le front qui compte vraiment à long terme, le front économique. La question est simple. Qui peut endurer plus de douleurs économiques? Et la réponse est tout. Aussi simple, l'Iran. L'Iran possède la dominance en matière d'escalade économique exactement comme sur le plan militaire. Il a déjà frappé les raffineries et les champs pétroliers au Qatar et en Arabie saoudite. Il a le potentiel de frapper les usines de dessalement des États du Golfe, ce qui, comme on l'a vu dans d'autres analyses, serait catastrophique pour des pays dont toute la population dépend de l'eau dessalée. Il peut étouffer non seulement le flux de pétrole, mais aussi les précurseurs industriels critiques, l'hélium, les engrais, une série d'intrants dont l'économie mondiale dépend. Si les États-Unis veulent transformer ce conflit en une joute d'étranglement économique, l'Iran a déjà l'Occident dans une prise à l'étranglement. Toute tentative d'étrangler l'Iran, davantage résultera d'abord en un auto-étranglement occidental. Pendant ce temps, la situation industrielle et économique de l'Occident est alarmante. Selon Politico, les alliés européens des États-Unis sont en état de choc parce que les armes qui leur étaient destinées ont été réacheminées vers l'Asie occidentale. La raison est simple,
Les États-Unis n'ont pas la capacité industrielle de produire en masse pour répondre simultanément à leurs propres besoins de guerre heurtés aux besoins de leurs alliés de l'OTAN. C'est un aveu extraordinaire. La principale puissance militaire du monde ne peut plus fournir ses propres alliés en temps de guerre. Et il y a pire, les réserves américaines de terres rares, sur lesquelles la Chine maintient une dominance écrasante, seraient à environ 1 mois et demi de capacité d'utilisation. Des fournisseurs pour des entreprises aérospatiales et de défense ont déjà commencé à refuser des acheteurs faute de stock. Le complexe militaro-industriel occidental est en train de tourner à vide. Pendant tout ça, le commerce de l'Iran avec la Chine continue normalement comme avant la guerre. L'Iran ne subit pas de pertes significatives dans ses échanges internationaux. Mieux encore, comme les prix du pétrole ont explosé au-delà de 140 $ le baril, l'Iran gagne en réalité plus sur ses exportations pétrolières qu'avant le début du conflit. L'économie iranienne est une économie autosuffisante, forgée par 47 ans de sanctions, ces mêmes sanctions qui ont créé une résilience structurelle que les planificateurs américains avaient sûrement complètement sous-estimée. Les engrais illustrent parfaitement cette asymétrie. Les deux plus grands producteurs mondiaux d'engrais sont la Chine et la Russie. Des agriculteurs américains peinent déjà à satisfaire leurs besoins. En Europe, la situation est similaire. Et cette pénurie va se traduire en hausse des prix alimentaires qui toucheront directement les populations occidentales, pas les populations iraniennes, russes ou chinoises. Amazon a imposé une taxe de 3,5% à ses vendeurs. Les prix à la pompe grimpent, les coûts alimentaires augmentent. Ce sont des charges qui pèsent sur les ménages américains et européens ordinaires, pas sur les dirigeants iraniens. Le détroit d'Ormuz est le nouveau monde qui se dessine. Venons-en au cœur géopolitique de tout ce conflit, le détroit d'Ormuz. Si le pétrole est le sang vital du capitalisme mondial, le détroit d'Ormuz en est l'artère coronaire. Et l'Iran a posé son doigt sur cette artère. Non pas temporairement, mais de façon permanente et légalement institutionnalisée. Des votes parlementaires sont en cours en Iran pour faire du contrôle du détroit une loi officielle. Il y aura des péages. Ces péages seront payés en rial iranien. Et ces revenus serviront à financer la reconstruction de l'économie iranienne. C'est un renversement total et complet de la situation que les États-Unis cherchaient à créer. L'ironie est saisissante. L'une des raisons principales pour lesquelles cette guerre a été imposée à l'Iran était précisément de restaurer le système du dollar et d'éliminer la menace que représente l'Iran pour ce système. Le résultat est l'exact opposé. Le contrôle iranien du détroit force maintenant des dizaines de pays. Les Philippines, l'Inde, des nations européennes à se présenter devant Téhéran pour négocier le transit de leurs pétroliers et navires commerciaux. Ces négociations se font en dehors du cadre dollar. Le yuan s'impose comme devise de transaction. Les activités de règlement en RMB, via le système CIPS chinois, augmentent significativement. La guerre censée sauver le pétrodollar est en train de l'enterrer plus vite qu'aucune autre force n'aurait pu le faire. Face à ça, l'Occident tente une manœuvre désespérée. Le Royaume-Uni a organisé des discussions avec 40 pays pour former une coalition visant à rétablir la liberté de navigation dans le détroit. L'Union européenne, qui prétendait publiquement ne pas vouloir participer à cette guerre, prépare en coulisses une armada en Méditerranée orientale. Le plan en 2 phases. Entrer militairement dans le détroit pour détruire les mines nautiques iraniennes, puis escorter des navires. C'est du théâtre géopolitique. Et voici pourquoi ça ne fonctionnera pas. D'abord, la géographie est absolument déterminante. Les chaînes de montagnes iraniennes
ceinture toute la côte et le détroit comme un amphithéâtre. De l'autre côté, les États du Golfe occupent une plaine alluviale plate, sans aucune couverture naturelle. L'Iran dispose d'une géométrie fractale, une présence et une projection de force qui s'étend dans chaque recoin de ce territoire. Des drones, sous-marins, des actifs stratégiques et tactiques de toute nature maillent le fond et les côtes du détroit. Des experts ont calculé que contrôler militairement le détroit d'Ormuz nécessiterait de contrôler une zone de la taille du Vietnam. Ce serait l'équivalent de relancer la guerre du Vietnam. Ensuite, l'état de l'armée européenne. L'UE est complètement démilitarisée. Elle dépend des États-Unis pour se reconstruire. Elle n'a pas la capacité industrielle pour une telle opération. Et elle essaie d'antagoniser l'Iran à un moment où ses propres économies ne peuvent pas absorber les chocs commerciaux actuels. L'UE perd le fil. Ce plan post-cessez-le-feu révèle non pas une stratégie cohérente, mais la panique d'acteurs qui réalisent qu'ils ont perdu le contrôle de la situation et cherchent désespérément à en récupérer des fragments. L'effondrement intérieur américain et le monde multipolaire. Tout ce qui vient d'être analysé se déroule sur fond d'un effondrement structurel intérieur américain que la guerre ne fait qu'accélérer. Commençons par les chiffres bruts. Le Trésor américain a récemment publié un bilan des paiements qui inclut pour la première fois les engagements de sécurité sociale et Medicare. Le résultat, environ 6 billions d'actifs contre 136 billions de passifs. C'est une insolvabilité technique. L'explication est dans la méthode comptable. Les États-Unis utilisent une comptabilité de caisse alors que toute entreprise de plus de 5 millions de dollars est obligée d'utiliser une comptabilité d'exercice qui inclut les engagements futurs. Si on applique les standards comptables normaux à l'économie américaine, la dette réelle n'est pas de 38 billions, comme annoncé officiellement, mais entre 136 et 138 billions. Il y a environ 100 billions de dettes cachées. La Réserve fédérale est coincée dans un étau. Elle ne peut pas imprimer de l'argent comme en 2008 ou en 2020 sans aggraver la dévaluation du dollar. La demande de bons du Trésor américain s'affaiblit, ce qui augmente les rendements de la dette existante. Ce qui signifie que les États-Unis s'endettent davantage au moment même où leur capacité à attirer des capitaux diminue. C'est un cercle vicieux. Et au milieu de tout ça, Trump demande au Congrès un budget militaire de 1,5 billion. 100 milliards de dollars en coupant dans les programmes de recherche scientifique, de technologie et les programmes sociaux. C'est l'équivalent de brûler la charpente de sa maison pour se chauffer. Le keynésianisme militaire, l'idée qu'on peut tout résoudre en dépensant plus pour l'armée, ignore le problème fondamental des canons et du beurre. Quand on détruit le contrat social, on n'a plus rien qui vaille la peine d'être défendu. Les conséquences humaines sont déjà là. 60% des familles américaines n'ont pas 1000 dollars de réserve. 38% n'ont pas 400 dollars. Un choc économique, même modeste, suffit à les faire basculer dans l'itinérance et les États-Unis. Connaissent déjà une crise de sans-abrisme de niveau tiers-monde dans leur zone urbaine. Les petites et moyennes entreprises sont incapables d'absorber les implications économiques d'une guerre commerciale et d'un conflit militaire simultané. Ces coupes dans les programmes sociaux vont générer une crise intérieure. Les populations vont se retourner contre un État qui les abandonne au moment même où leurs conditions matérielles se dégradent à cause d'une guerre qu'ils ne comprennent pas et ne soutiennent pas. C'est une légitimité de l'État en train de se dissoudre. Et il faut nommer qui profite de tout ça le complexe militaro-industriel, Big Oil, la Big Tech, la finance. Ce sont les seuls acteurs qui bénéficient actuellement de ce conflit aux États-Unis. Leur stock monte.
Les obligations de défense sont en forte demande. Morgan Stanley publie des notes disant que c'est un excellent moment pour investir. Ce n'est pas une économie productive, c'est un capitalisme financier qui se nourrit de la destruction en accumulant du capital fictif sur des bulles boursières et des marchés obligataires, pendant que la base industrielle réelle s'effondre. Pete Hegseth a limogé 12 généraux de haut rang, dont le chef de l'armée américaine, en temps de guerre. Cela dit tout sur les contradictions internes qui déchirent l'establishment américain. La logique militaire, mettre fin à une opération qui échoue, s'oppose frontalement à la logique impériale, maintenir la pression pour affaiblir l'Iran, encercler la Chine, préserver le pétrodollar. Ces deux logiques sont irréconciliables et leurs contradictions commencent à exploser publiquement. Pendant ce temps, le Financial Times, pas un média alternatif, le Financial Times vient de publier un article sur comment la Chine est maintenant positionnée pour devenir la superpuissance mondiale. C'est une reconnaissance extraordinaire de la part d'un pilier du système financier occidental. Et cette reconnaissance arrive à un moment où Trump demande au Congrès de couper dans la recherche scientifique et technologique. Exactement les domaines où l'Amérique pourrait encore compétitionner avec la Chine. En Chine, Trump est appelé le camarade Trump parce qu'il fait leur travail à leur place. Résumons où en est ce monde. L'Iran gagne militairement, économiquement, diplomatiquement. Ses capacités ne s'érodent pas. Son commerce continue. Ses revenus pétroliers augmentent avec la hausse des prix. Sa stratégie de défense en mosaïque résiste à la décapitation et à l'attrition. Et son contrôle du détroit d'Ormuz est en train d'être institutionnalisé en droit iranien. L'Occident perd sur tous les fronts simultanément. Base industrielle épuisée, terres rares quasi épuisées, arsenal de précision déplété, alliés en état de choc, Europe démilitarisée qui joue au théâtre de la souveraineté, économie américaine techniquement insolvable, classe ouvrière à bout. Et la grande ironie de l'histoire, la guerre censée sauver l'hégémonie américaine et le système dollar est en train d'accélérer exactement ce qu'elle cherchait à empêcher. Le yuan s'impose. Dans les transactions pétrolières, les BRICS se renforcent, la multipolarité s'accélère, l'ère coloniale et néocoloniale, l'ère du FMI, de la Banque mondiale, de la domination financière occidentale sur le sud global est officiellement en train de se fermer. Ce n'est pas sans danger. Un empire qui s'effondre est dangereux, le risque d'escalade nucléaire est réel. La doctrine américaine autorise explicitement l'utilisation d'armes nucléaires, tactique en cas de défaite conventionnelle. Ce danger doit être nommé clairement. Mais c'est aussi l'ouverture vers un monde différent, un monde où les pays du Sud global pourront respirer, un monde multipolaire où aucune puissance unique ne contrôle l'artère pétrolière de la planète, ni le système monétaire mondial. C'est ce monde que cette chaîne suit et analyse. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à Monde Multipolaire et partagez avec quelqu'un qui mérite de comprendre ce qui est vraiment en train de se passer. À bientôt.